Soyez les bienvenus dans le grand dossier en direct sur LCI intitulé ce soir « Vague de cyberattaques, la grande menace ». La France est-elle une passoire numérique ? C'est en tout cas une cible privilégiée des hackers. Nous sommes le deuxième pays au monde le plus touché par ces attaques après les États-Unis. Le fisc, donc, l'éducation nationale, mais aussi des hôpitaux, des mutuelles, aucun secteur n'est épargné. Nous verrons qui se cache derrière ces cyberattaques, combien de Français sont concernés et quelles sont les données qui sont piratées. Autre question, bien sûr, que deviennent ces données une fois qu'elles sont aux mains des hackers ? Avec nous, dans le grand dossier ce soir, un expert en cybersécurité qui a pu échanger avec eux. Et vous le verrez, ce piratage en ligne peut aussi avoir des conséquences très concrètes et parfois dramatiques dans ce que j'allais appeler la vie réelle. Ces menaces s'inscrivent par ailleurs dans un contexte de grande tension internationale. Comment devenir une forteresse numérique ? Comment résister aux risques liés aux ingérences étrangères ? Vous verrez l'incroyable réussite de l'Estonie, ce petit pays devenu en quelques années un champion de la cybersécurité. La France fait donc face en ce moment à un défi majeur. Pas sûr que les excuses suffisent. À chacune des personnes concernées, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses. Parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère. Bien sûr qu'il y a de la colère, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup d'inquiétudes et certainement beaucoup de questions. En tout cas, on en a beaucoup ce soir dans le grand dossier. Qui est concerné ? Quel impact pour vous autour de la table ? Mounir Majoubi, merci d'être avec nous. Entrepreneur et bien sûr ancien secrétaire d'État chargé du numérique en France. Yasmine Douadi à vos côtés. Vous êtes experte en cybersécurité. Bonjour à vous. CEO de Risk Intel Group. Avec nous également de notre service politique, Bastien Auger, parce que le gouvernement a beaucoup de travail et vous allez nous donner les toutes dernières informations, notamment les annonces de Sébastien Lecornu. Autour de la table également avec nous pour refaire un point complet sur ces vols de données. Et vous nous disiez juste à l'instant que c'est absolument terrifiant mais passionnant également. On verra ça avec vous, Maureen Bajac. Lucas Manger, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes grand reporter spécialiste des questions internationales. Et enfin, on accueille Guy Mamoumani. Merci d'être avec nous, entrepreneur, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Alors, je me tourne vers vous, Bastien, parce qu'on sent que le gouvernement doit réagir très vite parce que l'inquiétude est immense et c'est légitime. Sébastien Lecornu qui a fait des annonces très fortes. Oui, exactement. Il y a eu plusieurs niveaux de réaction du gouvernement. Il y a d'abord eu les excuses qu'on a entendues à l'instant du ministre de l'Action et des Comptes publics. Ensuite, il y a eu, dans le même temps, il y a eu le Premier ministre et le ministre qui ont annoncé notamment qu'on allait essayer d'accélérer sur toutes les mesures de protection qui sont en train d'être prises dans les administrations, mais qui en fait, il y a une part de communication parce que ce sont des mesures qui sont prises depuis des mois. Et puis là, il y a à peu près une heure, on a eu connaissance de cette lettre adressée par le Premier ministre au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. En fait, c'est un des services de Matignon qui a notamment sous sa houlette l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, donc ils sont chargés de surveiller tout ça. Et dans cette lettre, Sébastien Lecornu demande à ce service de constituer une équipe de contact composée d'agents de l'ANSSI, donc chargés d'intervenir en première ligne en cas de suspicion d'atteinte grave à l'intégrité du système d'information de l'État. En gros, ce que dit le Premier ministre dans cette lettre, c'est « je veux qu'il y ait une forme de groupe et que quand on a des suspicions, quand par exemple il y a une intrusion, eh bien ce groupe soit chargé justement de travailler dessus et de vérifier ce qui se passe et s'il y a un risque plus grand. En gros, c'est une réponse à ce qui s'est passé dans le cadre de cette cyberattaque où justement il y a eu des questions sur comment ça se fait qu'en 2 mois, à partir du moment où il y a eu des premiers signalements de données potentiellement, en tout cas potentiellement d'intrusion ou de fuite, et le moment où on a su qu'il y avait cette attaque massive, pourquoi il s'est passé 2 mois ? Donc c'est une manière de dire maintenant je veux que dès qu'il y a une suspicion, il y ait ce groupe qui soit chargé de regarder ce qui se passe derrière. Et il dit aussi peu de ministères sont au niveau. Oui, il fait référence en effet à un plan qui a été lancé, ou quoi, en tout cas qui a été accéléré en avril dernier
Justement, une lettre a été envoyée à tous les ministres en disant maintenant il faut que vous vous mettiez au niveau. À l'époque déjà, Sébastien Lecornu les ministres disaient qu'il y avait du retard dans nos administrations. On parlait de dette numérique pour dire en gros ça fait des années qu'on a pris du retard. Donc il leur demandait de se mettre au niveau. Et en effet, dans cette lettre, Sébastien Lecornu tape un peu du poing sur la table en disant certes il y a des choses qui ont avancé et qui ont progressé, mais c'est insuffisant, dit-il. Et il dit donc que peu de ministères sont au niveau requis. Et il ajoute ce n'est pas acceptable. Alors, Mounir Mahjoubi, ancien secrétaire d'État chargé du numérique. Est-ce que cette réponse de Sébastien Lecornu vous semble à la hauteur de l'étendue des dégâts ? Vous l'avez rappelé depuis tout à l'heure, c'est très grave ce qui vient de se passer. Et puis ça a touché énormément de Français. Donc tout le monde se rend compte aujourd'hui que c'est très grave. Donc c'est pour ça que c'est le Premier ministre qui parle maintenant. Chacun des ministres concernés a parlé. Pas encore celui de l'Éducation nationale. Il va falloir qu'on ait les détails de ce qui est arrivé là-bas aussi, parce que là-bas aussi c'est très grave. Donc il faut une réponse globale, il faut une réponse du système, il faut une réponse à la hauteur. Est-ce que c'est à la hauteur la lettre ? Alors cette lettre, vous êtes les seuls à l'avoir, moi je ne l'avais pas vue aujourd'hui. Mais dans tous les débats de la journée, on dit mais pourquoi est-ce que chaque ministère n'a pas un service de sécurité informatique au bon niveau ? C'est toute l'ambiguïté de l'ANSSI, c'est-à-dire que l'ANSSI, c'est censé être l'administration centrale sous le SGDSN, c'est-à-dire sous le Premier ministre, en charge de la sécurité des systèmes. Traduisez les acronymes. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est là où on a les 450, 500, 600, je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui, meilleurs experts de sécurité informatique en France. Les meilleurs, ils sont à la DGSE et à l'ANSSI. Ils sont là. Mais ils ont un rôle qui est plus que de surveiller les systèmes de l'État. C'est aussi eux qui font toutes les régulations de protection informatique qui s'appliquent en France. Ce sont eux qui font les régulations et qui mettent en place tous les textes. Ce sont eux qui contrôlent l'application des textes européens auprès des grands groupes stratégiques. C'est eux qui sont chargés aussi de conseiller les hôpitaux. En fait, on a mis sur 600 personnes le job de peut-être 2000 ou 3000 personnes. Donc ça veut ils dire sont que là sous aussi l'eau. on manque de moyens ? En fait, on a demandé beaucoup plus de choses parce que le temps, l'évolution technologique s'est mise à demander plus de choses. L'ANSSI d'il y a 6 ans, l'ANSSI d'il y a 10 ans avait d'autres besoins. L'ANSSI d'aujourd'hui, dans un monde en guerre, a besoin de plus de personnel compétent. Mais est-ce que vous êtes choqué qu'on vous fasse comme si on découvrait ce manque de moyens ? Alors, je ne crois pas qu'on découvre le manque de moyens. Toutes les entreprises et toutes les organisations publiques se rendent compte qu'il y a une accélération. Mais les Français découvrent, eux. Une des raisons pour laquelle on a tous ces problèmes-là, c'est qu'on a hyper rapidement numérisé l'administration publique les 15 dernières années. Ça, c'est le succès. Le succès, c'est d'avoir 100% de nos démarches prévues en ligne. En 2017, quand on annonce ça, les gens rigolent. Les gens disent, on ne sera jamais comme l'Estonie, on n'aura jamais la carte numérique, jamais on fera tous les services publics en ligne. Bon, on a réussi, mais quand on numérise 100% des services, on augmente de 100% tous les risques. Et on a augmenté de 100% tous les risques, et maintenant, il faut être au bon niveau. Et donc, dans les annonces qui sont faites, il faut absolument renforcer l'ANSSI, mais chaque ministère doit être compétent dans sa propre sécurité informatique. Et ça, c'était pas clair, si on se dit les choses. On pouvait penser dans un ministère qu'on était protégé par l'ANSSI. Et l'ANSSI pouvait dire non, nous on contrôle ce que vous faites. Et donc là, chacun doit se protéger à titre personnel, j'allais dire. Vous savez, chaque ministère, c'est entre 50 et 600 applications. Vous avez, je sais pas combien d'applications dans votre iPhone, imaginez la DGSI, la DGFIP, les impôts, ils ont 600 applications différentes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les regarde. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, il y a des ministères ultra sensibles. Il y a des ministères ultra sensibles, mais si on se dit des choses, la France ne découvre pas la sécurité informatique. Par exemple, nos réseaux secrets défense. Pour qu'un ministre puisse parler avec le président de la République, ou pour qu'on puisse envoyer une information entre la DGSE et un ministère, on passe pas par un ordinateur avec un mot de passe. On passe par un ordinateur avec une carte d'identification sécurisée, avec une empreinte. Quand on doit envoyer un message de ministère à ministère de très haut niveau, il y a ça. Quand vous allez porter plainte, si ça vous est déjà arrivé récemment, le policier qui saisit votre plainte, il s'identifie pas avec un petit mot de passe. Il s'identifie avec une carte sécurisée et il le fait. À chaque fois qu'il y a un parcours qui avait été identifié préalablement comme très sensible, on a mis des super protections. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'en fait, même la personne du centre d'appel des impôts qui répond au message, on a cru que c'était pas très sensible ce qu'elle avait, mais en fait c'est très sensible. Parce que le compte qui a été volé, j'ai pas les détails, mais il y a de grandes chances que ce soit le compte de quelqu'un du centre d'appel qui avait un accès et qui a pu dérouler l'intégralité des 168 000 fiches dont on parle aujourd'hui. Et ça, c'est dramatique. Guy Mamoumani, est-ce que vous pensez que cette réponse qui commence tout juste du gouvernement est à la hauteur ? Alors, je vais d'abord un peu rebondir sur ce qu'a dit Mounir, parce qu'il faut quand même le dire, la DGFIP fait un boulot absolument extraordinaire. On voit tous comment on paye nos impôts et de façon efficace et sans trop de problèmes. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que moi, j'ai été absolument estomaqué qu'il n'y ait pas, par exemple, de double authentification.
comme ça peut se faire sur notre compte en banque. On vous demande un code, pourquoi on ne fait pas ça ? Et vraiment, ce niveau-là, est quand même... C'est pour ça que j'ai commencé par le côté positif. Le côté négatif, c'est quand même qu'il y a quand même une certaine légèreté. Et ce que je voudrais dire aussi, et ça fait près de 15 ans que j'alerte les autorités quand j'étais président de Numéum, quand j'étais vice-président du Conseil national du numérique, sous la houlette un président formidable, qui était Mounir, eh bien, on a un problème de compétences. Il faut absolument former de plus en plus de gens sur ces sujets-là. Parce que, Mounir a dit tout à l'heure, il y a 500 ou 600 personnes à l'Annecy. Mais ils essayent d'en trouver plus, mais ils ne les trouvent pas. Ils ne les trouvent pas d'abord parce qu'ils n'y sont pas, ils n'ont pas été formés. Ensuite parce qu'il faut les payer beaucoup plus que ce qu'on les paye dans la fonction publique. Et donc là, on a un vrai problème de fond qu'il fallait anticiper pour justement former des équipes à la cybersécurité pour protéger nos données. Maureen Bajac, on va revenir avec vous sur ce qui est l'origine de... Alors c'est peut-être pas un scandale, mais enfin ça on prend comme... Comment ? On n'est pas loin. En tout cas, ça choque énormément. Le rappel des faits, ce vol de données du fisc, mais pas seulement, puisque ça touche aussi maintenant l'éducation nationale. Alors déjà sur le volet du fisc, si on résume, il y a eu 3 piratages. D'abord celui dont on a beaucoup parlé, sur les données fiscales de plus de 678 000 contribuables. Et puis il y a eu un deuxième piratage, cette fois sur les données cadastrales. On apprend donc hier que ça ne concerne pas 200 000 comptes, mais bien 1,8 million. Là aussi, c'est colossal. Et puis la troisième fuite révélée hier, ce sont donc des données liées aux successions. Là, la directrice du fisc parle d'une attaque de moindre ampleur avec des informations moins sensibles qui étaient déjà possiblement visibles et légales publiquement en ligne. Et puis on apprend également, vous le disiez, qu'il y a eu ce piratage pour l'éducation nationale qui a été elle aussi prise pour cible. Une cyberattaque menée fin juillet par le même groupe de hackers qui l'a revendiqué hier et qui affirme avoir volé des informations personnelles. Alors, de quoi s'agit-il ? Ce sont des adresses postales, électroniques, des téléphones, des parents, des élèves, les options choisies pour la rentrée, les appréciations des professeurs, mais aussi des adresses personnelles de milliers d'enseignants. Et là, évidemment, ils sont très inquiets. Alors, nous sommes également en ligne avec Maître Yann Padova. Vous êtes avocat, merci d'être avec nous, ancien président de l'association e-Enfance, également ancien secrétaire général de la CNIL. Comment est-ce que vous accueillez ce déluge d'informations, de piratage de nos données ? Est-ce que vous estimez que on est dans une situation très grave et qui risque d'empirer ? Oui, c'est une situation grave et comme j'entendais les intervenants à l'instant, c'est pas la première, c'est une suite. Il y a eu l'agence des titres sécurisés, un peu plus tôt dans l'année, il y a eu France Travail, il y a eu France Travail, 36 millions de personnes quand même, la NTS, FICOBA, qui est le fichier très sensible du ministère des Finances qui gère, qui recense tous les comptes bancaires. Donc en fait, c'est une litanie, c'est une série. Et là, celle-là est particulièrement grave, la plus récente, parce que le FIS, c'est quand même là où il y a le plus d'informations, les plus sensibles sur l'ensemble des résidents en France. C'est quand même un lieu où il y a beaucoup de concentration d'informations. Alors effectivement, on va parler de ce que deviennent nos données, mais il y a un chiffre qui est assez saisissant que je disais dans le sommaire, c'est qu'on est le 2e pays au monde le plus visé par ces attaques. Alors ça peut nous rassurer peut-être de voir qu'on est derrière les États-Unis, Lucas Manger, mais enfin quand même on est les 2e, c'est pas forcément la place qu'on aimerait avoir. Ça prouve une certaine puissance de la France. Si on est le 2e pays attaqué, c'est qu'on est le 2e pays le plus intéressant à attaquer. Non mais je dis ça avec un sourire, mais sérieusement, oui. La France est un pays important et donc les données des Français sont importantes pour un certain nombre de hackers internationaux. Moi, alors je précise tout de suite, je suis pas du tout spécialiste des questions du numérique et de sécurité numérique, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est le contexte dans lequel ça arrive. Évidemment, là tout le monde est sous le choc parce qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui où on sait que les Chinois, les Russes, les Nord-Coréens attaquent régulièrement des pays européens, particulièrement la France, que les services français sont particulièrement attentifs à ce qui se passe. Sauf que là, pour la première fois, c'est le cœur des secrets des Français qui est attaqué. C'est-à-dire que quand on est attaqué parce qu'on a fait une mauvaise manipulation, qu'on a répondu à un spam sur son téléphone, d'une certaine manière, on est responsable de sa propre négligence. L'impôt, faut juste rappeler, c'est un consentement entre le Français et l'État qui date de 1789. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Le Français
consent à payer l'impôt pour la nation. C'est un contrat social. Là, ce qui se passe, c'est que, en plus de tout ce que vous venez d'expliquer d'un point de vue numérique et des dangers numériques, c'est une rupture du contrat. Et donc, pour les Français, il y a aujourd'hui, comme il y a eu dans d'autres pays, on parlera de l'Estonie tout à l'heure, à un moment, une sorte de vertige qui est de se dire, ok, moi, si je fais une bêtise sur mon ordinateur, c'est de ma faute, mais là, j'ai rien fait. Et ce contrat-là est rompu. Donc, vous parliez du fait que la France est le deuxième pays attaqué, parce qu'aussi la France prend des positions dans un certain nombre de dossiers en ce moment, sur des dossiers internationaux, mais aussi sur des dossiers nationaux. Et puis, il y a toutes les failles que vous avez expliquées, sur lesquelles moi je ne suis pas compétent, mais sur lesquelles les services français travaillent, notamment le SGDSN. Mais je veux dire, bien sûr, la situation est très grave, mais on est équipé, on est outillé. On a sans doute, comme le disait le ministre, une dette numérique gigantesque par rapport à d'autres pays. Mais ça vaut pour la défense comme ça vaut pour l'attaque. Pour vous donner une toute petite idée, aujourd'hui, à Moscou, l'unité en charge des attaques numériques, c'est à peu près 10 000 soldats. C'est 10 000 personnes qui travaillent sous uniforme, sous commandement de l'armée russe, pour attaquer un certain nombre de pays. C'est une armée. Nous, on a quelques centaines. C'est une armée. Je ne dis pas du tout que l'attaque est russe. On n'en sait rien. Je n'ai aucune information là-dessus. Ça prendra des mois probablement d'enquête. En revanche, on est attaqué des centaines de fois par jour. Les ministères français, le ministère des Finances, c'est 5, si je pars sous votre contrôle, mais 500-600 attaques par jour, de petite envergure, de grande envergure, qui peuvent venir de France ou de l'étranger. Donc tout ça intervient dans un contexte qui est extrêmement, j'allais dire, volatile et dans lequel la France aujourd'hui, voilà, il y a des attaques de drones dans un certain nombre de pays européens et une cyberattaque. Ça donne un sentiment d'impuissance. Faut pas non plus l'exagérer, dans le sens où il y a des réactions. Il va y avoir des réactions encore plus fortes, mais il y a aussi un équipement et des gens qui travaillent là-dessus. Alors il y a une autre échelle aussi. Là, c'est pas du piratage, mais c'est ce que vous évoquez, c'est l'hameçonnage où parfois on tombe dans le panneau et on se fait avoir. Mais c'est quand même 56% des Français qui sont victimes d'une tentative d'arnaque par jour. C'est plus d'un Français sur deux. On parle par jour quand même, et 12% qui en font les frais concrètement avec une perte d'argent. Yasmine Douadi, est-ce que on est très très vulnérable en France ? Est-ce qu'on peut utiliser ce mot de passoire numérique pour la France ? Alors, passoire numérique, c'est un mot qui a été utilisé par un hacker pour justement pointer du doigt le nombre des fuites de données que nous avons en France. Vous avez donné des chiffres intéressants. On est effectivement le deuxième en termes de fuites de données au niveau mondial. On est le premier au niveau européen. Si on prend effectivement ce qui s'est passé, je rebondis sur ce que disait mon collègue tout à l'heure. Les Français aujourd'hui sont plutôt en colère, et à juste titre. On a des données très sensibles avec des conséquences réelles. On peut avoir de l'usurpation d'identité, des campagnes de phishing, mais ça peut aussi aller au-delà de l'espace numérique pour toucher l'espace physique. Je reviens notamment sur la fuite de données de la Française de tir, où on s'est aperçu très rapidement qu'on a eu entre 20 et 30 cambriolages qui ont suivi. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'espace numérique ne reste plus confiné dans l'espace numérique et impacte directement la sécurité physique des Français. Dans le cadre de cette fuite de données, donc on a une fuite de données qui touche le revenu des Français, donc on va cibler les personnes à revenus élevés, des personnes donc solvables, sur lesquelles on peut faire des usurpations d'identité, surtout si on les corrèle à d'autres fuites de données, notamment Ficoba, où nous avions aussi des RIB. Donc là, on est en mesure de pouvoir contracter des prêts, de pouvoir ouvrir des abonnements, de pouvoir faire pas mal de choses. Donc c'est un risque qui est réel. Et pour revenir encore une fois sur est-ce que la France est bonne en matière de cybersécurité, on est bon en matière de cybersécurité, c'est pas le problème. On ne peut pas juste taper sur les opérationnels en cybersécurité qui font un très bon travail. La question qui va se poser, ça va être de savoir est-ce qu'on leur donne les moyens, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'opacité sur ces fuites de données, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Est-ce que c'est un manque de moyens financiers, humains, est-ce que c'est des infrastructures vieillissantes? Tout ça pourra justement être mis en avant si on met en place une commission d'enquête, comme d'ailleurs certains parlementaires le demandent. Est-ce que c'est une question de moyens? Vous avez évoqué les moyens humains, financiers aussi, et il faudrait mettre combien sur la table? Non, mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux problèmes. Il y a certes un besoin d'avoir plus de compétences en cybersécurité dans notre pays. L'ANSSI pourrait peut-être doubler, tripler son nombre de personnes si elle les trouvait, encore une fois, et c'est un sujet. Il y a quand même aussi d'autres sujets, parce que ces fuites de données peuvent être dues à des problèmes d'organisation,
des problèmes de process. Et là, on ne parle pas d'argent. C'est juste qu'il faut traiter ça de façon beaucoup plus industrielle. On parlait de dette technique. Et je crois que, comme dans les entreprises, il va falloir être beaucoup plus rigoureux sur tous les sujets que nous avons dans les ministères. C'est en faire en quelque sorte une armée, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure avec Lucas Manger. Moins qu'une armée, c'est plutôt rendre responsable, y compris un manager local, de la sécurité de l'utilisation des codes dans son équipe. En fait, on a tellement décorrélé le rôle de management du rôle de sécurité informatique que, à la DGFiP, comme dans toutes les administrations, si vous avez un problème avec votre mot de passe, vous n'en parlez pas avec votre boss de proximité qui ne va pas en parler au-dessus. Et quand il y a eu un vol, et j'espère que l'enquête va permettre de comprendre ce qui s'est passé, à quel moment ça s'est passé, mais en entreprise, quand tu as un problème qui arrive comme ça, tu peux tout stopper et tu demandes à chaque... Et normalement, tu as tout fait pour former chacun de tes managers intermédiaires, pour réunir les équipes et dire tous les accès sont fermés, maintenant on va réattribuer à chacun les accès, on va reconfirmer les machines qui y sont configurées et on va vérifier que tu as activé le 2FA. Et si tu l'as pas fait, tu rentres pas et tu travailles pas demain. Bon, ça, toute entreprise qui a traversé un choc cyber sait le faire, a été formée pour le faire, elle l'a fait. Là, dans les annonces, ce qui a pu me frustrer ces dernières heures, c'est que je m'attendais à... On suspend tous les comptes ouverts actuels et au fur et à mesure des retours des congés, et on demande à chaque niveau des équipes, une équipe dans la DGFiP, c'est 5 à 10 personnes, hein, on a beaucoup de couches, ce qui fait qu'on a des équipes bien managées. Le mauvais côté des strats, c'est que ça fait beaucoup de monde, le bon côté, c'est que les gens sont bien managés. Bon, moi, j'aurais aimé cette annonce-là. Chaque équipe va réactiver ses comptes au fur et à mesure. Le 2FA, le multifactor, le fait qu'on ait 2 choses à faire pour se connecter. Bon, ça met quelques semaines ou quelques mois à mettre en place. Soit c'est par le téléphone, soit c'est avec une carte physique, il faut la livrer aux gens. Mais supprimer tous les comptes actuels et leur demander de changer le mot de passe et avoir une discussion de sécurité avec son équipe, ça, c'est pas besoin d'armée, pas besoin de nouveaux moyens. C'est du bon sens, presque. C'est du bon sens, mais qui nécessite de méthode. C'est des nouvelles routines. Oui, c'est d'intégrer la sensibilisation. Par exemple, quand même, un manager qui voit un collaborateur arriver dans un mauvais état, il va lui parler. Un collaborateur qui laisse toujours la porte de la cuisine ouverte ou qui ferme jamais la sécurité. Quelqu'un qui rentre chez LCI et TF1 en passant sous le bureau de sécurité, il se fait un moment engueuler par son patron. Bon, il faut que ce soit une discussion aussi pour le cyber. Est-ce qu'on n'a pas une vision dématérialisée d'un monde qu'on a du mal à se représenter? Est-ce que c'est pas ça aussi le problème? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une chose que l'on peut craindre avec ces événements, c'est que ce soit le numérique qui soit responsable de tout ça et qu'on dise, bon, il faut tout arrêter, il faut revenir au manuel, etc. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'au contraire... On ne plante pas son bas de laine oui, ça serait trop dangereux. Au contraire, il va falloir en remettre une couche et reformer de plus en plus, responsabiliser de plus en plus, de façon à ce qu'on évite ce genre de choses. Yasmine ? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas dire que la solution, c'est de revenir au papier, au stylo. Vous parliez justement de l'Estonie, qui est un exemple en matière de cybersécurité. L'Estonie a absolument tout digitalisé. Mais surtout, elle a mis en place une stratégie nationale en matière de cybersécurité. Un exemple est celui de la sensibilisation. Vous avez des cours d'éducation au numérique dès le primaire. Mais on sensibilise, on en fait un sujet de société. Et il faut qu'en France, la cybersécurité ne soit plus finalement un sujet de niche ou un sujet technique et que ça devienne un sujet de société. Et ça risque d'être le cas parce que ça fait très très peur aux Français. Écoutez ces quelques réactions qu'on a pu recueillir. C'est inquiétant pour des sites du gouvernement en plus, c'est assez inquiétant. Peut-être commencer à mettre un peu de protection là-dedans et d'argent là-dedans. On n'est pas en sécurité. Vous avez, et même des fois sur le téléphone, vous avez votre carte bleue, vos impôts, Comment on va faire ? Ceux qui ont été piratés, ils sont dans le caca. Malgré les excuses, ça ne change pas le problème, quoi. Et c'est très inquiétant de se dire, finalement, je peux être piraté, ils savent tout sur moi, voilà. Alors, ils savent tout sur moi, ça c'est une question récurrente. On va essayer de déminer un petit peu ces inquiétudes si c'est possible. Mais Bastien, que l'administration présente ses excuses, c'est quand même extrêmement rare. Mais il y a aussi une autre raison. Ce qui a choqué, c'est qu'on l'a appris 2 mois après. Oui, alors ça, c'est vrai que ça fait partie des points qui devront être un petit peu éclaircis. Il y a une enquête qui est en cours. Il y a l'enquête judiciaire, mais il y a aussi une enquête, administrative qui a été demandée, puisque le Premier ministre a demandé un audit. Donc ça, en effet, ça permettra de comprendre ce qui s'est passé. En effet, est-ce qu'il y a eu un problème de communication aussi ? C'est-à-dire quoi ? Est-ce qu'on s'est rendu compte assez vite de l'ampleur du danger, d'une part, et est-ce que d'autre part, l'administration fiscale a communiqué assez vite sur ce qui se passait ? Ça, c'est une deuxième question. On voit en effet qu'il y a une partie de la classe politique quand même
qui s'est déjà saisi de ce sujet et qui demande des comptes sur ce sujet. De toute façon, c'est devenu un sujet politique parce que, déjà, on le disait à l'instant, on parle d'administration fiscale, on parle de confiance entre les citoyens et au fond ce qui représente la puissance publique. Donc forcément, c'est un sujet hautement politique, c'est cette confiance-là, d'ailleurs le ministre le disait dans sa conférence de presse, qui est abîmée. Donc voilà pourquoi aussi il y a des mots très forts et ces excuses qui sont présentées. Et en effet, puisque l'on sait que c'est un problème qui est récurrent, qui dure en fait depuis un certain temps, qu'on découvre pas aujourd'hui, et que c'est sans doute un problème qui va s'accroître dans les années qui viennent, c'est un sujet politique. Il y a des comptes qui sont demandés. Vous le disiez, il y a des sénateurs socialistes qui ont demandé à ce qu'une commission d'enquête soit mise en place. Donc il va falloir voir aussi, est-ce qu'il y a eu des défaillances et est-ce qu'au fond on est allé assez fort et assez vite jusqu'à présent, parce qu'il y a des choses qui sont faites, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. Ça fait des mois et des mois que le gouvernement justement communique là-dessus. Il y a eu un plan qui a été annoncé en avril où le Premier ministre disait déjà qu'il fallait accélérer. La question c'est, est-ce qu'on va assez fort et assez vite dans ce qui est une course contre la montre, parce qu'à mesure qu'on essaie de changer l'État, qui est quand même un gros paquebot, on parle de millions de fonctionnaires, donc c'est toutes ces habitudes-là aussi, de millions de personnes qu'il faut changer. Est-ce qu'on va assez vite par rapport à des hackers aussi qui ont des méthodes qui progressent aussi? Et à mesure que nos données se retrouvent, on ne sait pas forcément où, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec vous dans le grand dossier. Merci beaucoup, Bastien. On va accueillir à présent Clément Domingo qui va nous rejoindre sur le plateau. Il est expert en cybersécurité. Alors on entend beaucoup en ce moment, vous entendez sûrement beaucoup parler. Voilà, installez-vous. Merci de nous rejoindre. On parle beaucoup de hacker éthique. Alors ça paraît contradictoire, mais si on pouvait traduire, c'est un gentil pirate, quelqu'un qui fonctionne, qui décrypte comment ça fonctionne et qui essaye de déminer les attaques potentielles. C'est ça? C'est exactement ça. Peut-être un tout petit peu de vocabulaire et de lexique. Depuis le début, je vous entends vous parler de hackers, alors qu'il faudrait qualifier ces jeunes-là de criminels, de pirates. Ils ne sont pas des hackers. Et aujourd'hui, hélas, dire hacker éthique, c'est un pléonasme parce qu'on est obligé de le rajouter pour essayer de ne pas faire l'amalgame avec, hélas, ces hackers. Et vu qu'on a toujours un peu parlé de ces pirates-là comme hackers, donc ouais, il y a cette différence. Et donc moi, mon travail, comme beaucoup d'autres aussi aujourd'hui, qui est une profession qui se démocratise, c'est de traquer ces failles, c'est de les trouver avant que ces pirates ne les trouvent, ne les revendent sur le dark web. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est payé pour trouver des failles légalement dans les systèmes. Peut-être un mot, Maureen, sur ce qu'on sait pour l'instant de cette enquête, qui risque d'être très longue, mais sur les hackers ou ceux qui se revendiquent comme tels. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Zero Byte, c'est 2 Français. En tout cas, ils affirment que ce sont 2 Français qui agissent depuis l'étranger, ce qui là aussi fait que l'enquête est plus difficile quand on agit depuis l'étranger. Plusieurs journalistes et donc plusieurs personnes sont rentrées directement en contact avec eux. Ils expliquent qu'ils auraient déjà vendu les données sur le dark web, comme vous le disiez, pour plusieurs milliers d'euros. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas de motivation politique, mais uniquement financière. On le voit d'ailleurs sur les réseaux, sur X, sur Signal. Depuis plusieurs jours, ils n'hésitent pas à narguer même l'État sur la manière dont ils ont agi et le peu de réponses côté administration. Pour l'heure, il n'y a pas eu d'interpellation, mais en tout cas, l'Office français anti-cybercriminalité enquête évidemment pour les retrouver et les interpeller. Merci Maureen. Alors Clément Domingo, vous êtes entré en contact avec eux. Est-ce que vous avez davantage d'informations? J'ai pu échanger avec eux, et ce que disait ici Maureen, c'est intéressant. Il faut aussi prendre du recul. Actuellement, on est vraiment suspendu à la communication de ces cybercriminels, et d'ailleurs, on leur donne de la lumière en parlant là-dessus, mais c'est aussi le jeu. Et donc, il faut faire attention parce qu'on ne sait absolument pas s'ils sont 2, s'ils sont 3, même si moi j'ai pu discuter avec eux. Il faut savoir que ça aussi, c'est un peu des techniques pour qu'ils puissent simplement brouiller les pistes. Mais vous êtes sûr qu'il s'agit bien d'eux? Par contre, en effet, là, je peux vous assurer que c'est bel et bien eux. Après, à dire que de là qu'ils sont... Il y a seulement une personne, 2 ou 3 personnes. Ils essaient toujours de brouiller les pistes. Pareil aussi lorsqu'ils vous disent qu'ils sont en France ou en dehors de la France. Alors quel profil justement? Des Français, des jeunes Là par contre des Français. Et depuis 2 ans, vous savez, assez souvent, il y a un peu cette fameuse ritournelle qui vient, qui s'en va et qui revient, c'est les Russes. Je suis au regret de vous dire que là, ce n'est pas les Russes. Là, c'est arrivé suffisamment souvent pour qu'on évoque les Russes. Sauf que Isabelle Moreau, lorsque vous voyez ce qui se passe depuis 2 ans sur la litanie et vraiment la pléthore de cyberattaques que l'on a en France, on est très 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 loin de groupes cybercriminels russes. On est vraiment sur des Français, parfois des mineurs isolés, qui commencent à faire ça pour le jeu, parce qu'ils se croient encore dans un jeu. Puis après, petit à petit, ils vont y prendre goût, ils vont se faire d'autres amis, et c'est surtout, excusez-moi, à qui pourra faire le plus gros coup. Mais alors, à qui profite, indépendamment des raisons financières que vous avez évoquées, Maureen, parce qu'apparemment, il n'y a pas du tout de raisons politiques, etc., mais à qui profite le crime en général? Qu'est-ce qu'on fait
de ces données-là. On est tous suspendus à nos mails, on en discutait dans la rédaction en se disant bon, est-ce que tu as reçu un mail du fisc, est-ce que tu fais partie des gens concernés? Mais c'est vrai que c'est quand même très, très angoissant. Bon, qu'est-ce qu'elles deviennent nos données et qui s'en sert? Peut-être dire, hélas, qu'une fois qu'une donnée a été piratée, vendue ou publiée sur Internet, elle y reste à vie. Donc là, on est en train de parler potentiellement de 4 millions de données du fisc, sans compter la pléthore. Par exemple, en fin décembre 2025, j'ai pu avoir accès, en discutant avec d'autres cybercriminels, à 800 millions de données cumulées sur les Français. Donc ça veut dire que nous tous ici autour du plateau, on a au moins vécu sur ces 10 dernières années entre 2, 3 et 4 fuites de données. Sauf que ces données-là, elles se retrouvent à vie. Sans forcément le savoir d'ailleurs. C'est bien là où c'est terrible. Et une fois qu'elles se retrouvent à vie sur Internet, c'est pour ça que parfois vous recevez encore des mails qui datent de services auxquels vous êtes abonné depuis 5, 10, 15 ans. Vous vous dites, mais pourquoi je reçois ça? Simplement parce que vos données ont transité de cybercriminel en cybercriminel, d'alloteur en alloteur, d'arnaqueur en arnaqueur, qui vont faire tout un tas de choses. Et aujourd'hui, c'est ce croisement des données qui devient totalement loufoque dans la mesure où on sait absolument tout de vous et qu'on va pouvoir personnaliser de plus en plus. Lorsque je vais vous avoir au téléphone en disant Madame Moreau, vous habitez à telle adresse, vous aviez une ancienne adresse, votre numéro de votre RIB se termine par ces 4 chiffres. Oui, forcément là-dessus. Et là, vous baissez votre garde, et c'est de là d'où partent toutes les arnaques. Ce qui est difficile à se représenter, enfin, il y a une image qui me vient qui est peut-être pas la bonne, mais se dire qu'il y a, en l'occurrence, deux petits jeunes, on les imagine là dans leur chambre, en train de faire une déflagration monumentale de tout un pays. On parle de sécurité, de défense, de données personnelles. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Je les comparais presque à ces petits drones qui parfois font plus de dégâts que les gros missiles qui coûtent très cher. Vous voyez, Lucas, que... Oui, faites référence à ce qu'on voit ces dernières années sur les théâtres d'opération avec des drones à 3, 4, 10 000 $ qui impliquent qu'on utilise de la défense antimissile à plusieurs millions de dollars pour les abattre. Pour donner un petit exemple, l'Arabie Saoudite, pendant la crise dans le détroit d'Ormuz, a utilisé jusqu'à 2500 missiles patriotes qui valent plusieurs millions d'euros pièce pour frapper des missiles iraniens à peu entre 30 et 40 000 $. Donc voilà, c'est effectivement cette échelle-là, c'est-à-dire que, et c'est très intéressant ce que vous disiez, parce que quand je parlais de la Russie, je disais le contexte d'inquiétude en France. Moi, j'ai pas du tout mais il y a un contexte d'inquiétude générale en Europe aujourd'hui qui fait que les gens se sentent menacés. Donc, ce que vous nous dites, c'est que ça vient de tout près de chez nous, mais ça intervient dans un contexte général et mondial qui est plutôt inquiétant pour beaucoup de gens. Et effectivement, avec l'impression qu'aujourd'hui, des armes extrêmement petites, qu'elles soient létales ou numériques, sont plus puissantes que des armes ou des armées extrêmement puissantes ou très chères. Mais vous avez raison de parler de la Russie. Par exemple, vous voyez, lorsque le ministre David Amiel parle des comptes publics, parle d'une cyberattaque sophistiquée, je suis désolé, on n'est pas en face d'une cyberattaque sophistiquée. Ouais. Par exemple, une cyberattaque sophistiquée, peut-être que vous en rappelez pas, que certains de vos téléspectateurs, oui, en 2015, il y a eu une cyberattaque sur TV5 Monde. Ouais. Celle-là, elle a été dévastatrice. Et derrière, c'était le fruit de la Russie. Là, en effet, on était vraiment sur quelque chose de professionnel, très professionnel, d'extrêmement bien fait. Alors que là, dans mon souvenir, il a fallu des mois énormément pour refaire. Alors que là, vraiment, ce dont on parle d'un, deux, 3 gamins qui ont simplement trouvé des comptes, donc ce qu'on appelle des identifiants. Pour un identifiant, un nom d'utilisateur, un mot de passe associé, l'URL. Ils se connectent à votre place, donc désormais ils usurpent, donc ils ont tous les droits que vous avez. Ils récupèrent des données de l'administration fiscale sans que l'administration fiscale ne s'en rende compte. 7 semaines après, ils font cette revendication. Et là, on tombe des nues. Mais si ça, c'est absolument pas ce que j'appelle. Pourquoi est-ce que la police n'arrive pas à les arrêter? Là, c'est une excellente question, sauf qu'il faut prendre encore un peu plus de recul et expliquer que déjà lorsqu'il y a une revendication, vous allez avoir l'équivalent du bon coin de la cybercriminalité, une annonce, un échantillon et surtout le moyen de contacter. Et pour le moyen de contacter, ça va être soit Telegram, sauf que Telegram, je pense que c'est une idée qui est totalement farfelue et débile, ou soit la plupart du temps sur des messageries dites chiffrées. Il y en a une qui est
très 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 actuellement utilisé et je donnerai pas du tout ce nom. Et vu que moi ça je le fais vraiment depuis des années, il y a aussi un peu des manières d'échanger avec des cybercriminels et du coup ils savent que c'est moi. Donc il y a aussi un peu cette propension là à vouloir me parler, à vouloir aussi un peu montrer qu'on est parvenu à faire telle ou telle autre chose. Mais je vous rassure, on a aussi de bons services d'enquête comme l'OFAC en effet, vous le disiez, comme aussi la BL2C, comme le parquet J3 avec la section numérique qui sont actuellement en train de traquer ceux ou ces deux jeunes qui sont les plus recherchés en France. Maître Padova, évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel recours on pourrait avoir pour tenter de récupérer nos données. On a bien compris que ce serait très difficile, mais quel recours face à ces criminels, parce que vous avez très bien nommé, effectivement, ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été piraté ? Mais quand on est piraté, si on a subi un dommage direct lié au piratage, on peut demander réparation à l'État pour responsabilité. Donc ça peut être très long parce que les juridictions administratives ne sont pas ni très diligentes ni très protectrices des intérêts financiers des personnes, mais ça c'est une voie qui va exister. Ça c'est donc une voie juridique. Après ce qui va se passer, il va se passer deux autres choses. C'est-à-dire qu'il y a l'enquête pénale en cours, parce que moi je suis d'accord, ce sont pas des hackers, ce sont des délinquants ces personnes-là. Ils encourent 7 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et s'ils sont aussi publics et s'ils se manifestent autant, moi je les soupçonne d'être dans un pays où il n'y a pas de convention d'extradition ni d'entraide avec la France. Donc c'est juste une hypothèse. Donc ça, il y a l'enquête le montrera, elle va être longue. Et puis il y a une enquête de la CNIL qui va avoir lieu, parce que certes l'État il est victime, mais il est aussi responsable. Il a peut-être manqué à ses obligations de sécurité des données, et notamment ses obligations qui sont prévues par le RGPD, la DGFIP. Le RGPD s'applique à elle. Donc la CNIL va enquêter. Le problème, c'est qu'elle va pas pouvoir faire grand-chose en termes de sanctions si jamais il y a des manquements, parce que quand c'est l'État, elle ne peut prononcer qu'un avertissement. Ce qui me permet, moi, de rebondir sur un mot qui a été dit à l'instant, sur le mot de responsabilité. Aujourd'hui, on a une obligation de sécurité des données qui s'applique à la DGFIP, mais avec une obligation qui n'a pas beaucoup de conséquences si on la respecte pas du point de vue de la sanction administrative. Et moi, je pense que c'est un problème. D'autres pays ont fait d'autres choix, L'Italie, la CNIL italienne peut sanctionner l'État italien quand il est en manquement, et elle le fait de temps en temps. En France, on a fait un choix de ne pas prévoir ça. Et je pense que dans cette faille-là, et toutes les failles précédentes démontrent un peu le problème de responsabilité au sommet. Merci beaucoup, Maître Padova. Et vous allez voir que même nos journalistes sont tombés des nues en allant consulter un expert en cybersécurité. Les informations sont en vente, accessibles aux escrocs pour plusieurs milliers d'euros. Ça peut servir à plusieurs choses. En premier lieu, des potentielles usurpations d'identité. Et le fait de savoir un petit peu qui ils sont, par où ils sont passés, et quelles sont leurs notes, et rendre plus ciblée une attaque. Julien, expert en cybersécurité, a pu récupérer une partie des données de l'État, piratées. Regardez par exemple ce qu'il trouve sur notre journaliste. Victime, elle aussi. Donc on va retrouver des informations, notamment une date de naissance, email, numéro de téléphone. Surtout, en fait, il y a mon RIB. Absolument. Et alors on voit le regard effaré, mais il y a de quoi être littéralement effaré. Ça veut dire qu'on a nos IBAN, nos RIB, tout ça se balade allègrement. Oui, en fait, vous avez eu tellement de fuites de données distinctes qu'aujourd'hui, il suffit simplement de croiser ces fuites de données pour créer une sorte de fiche numérique d'identité vous concernant, et donc vous met en place du spear phishing, c'est-à-dire des campagnes d'arnaque qui sont personnalisées. Je vais vous donner un exemple. Pendant plusieurs années, je pense que tout le monde autour de la table a vu ce SMS passer. Vous savez, le fameux SMS de Amazon qui vous dit je suis venu chez vous, je ne l'ai pas trouvé, donc voici le lien pour pouvoir replacer une visite. Eh bien, il y a peu de temps, il y a quelques semaines, je reçois un appel du journaliste qui me montre une forme de SMS un peu 2.0 dans lequel il y avait son prénom et le digicode de son immeuble. Donc, bah oui, parce qu'en fait, vous avez eu plein de fuites de données, ils ont tout recoupé. Donc, quand vous recevez quelque chose qui n'a pas l'air d'être copié-collé, envoyé à la masse, dans lequel vous avez même le digicode de votre immeuble, bah forcément, et c'est ce que disait Clément tout à l'heure, vous allez avoir une confiance qui va augmenter, vous n'allez pas faire attention et cliquer, et puis parfois, il suffit de quelques secondes pour vous retrouver tomber dans le piège. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la prévention, de l'éducation. Je pense aussi aux générations un peu plus anciennes. On a certainement tous des parents qui disent mais je m'en sors pas. Et enfin, vraiment, il y a que la jeune génération qui s'en sort très bien parce qu'ils sont nés avec les écrans. Mais pour quiconque n'est pas né avec un écran dans la main, c'est l'enfer.
Bon, malheureusement, même les jeunes qui sont... C'est vrai ? C'est des champions. Alors ça va rassurer les plus anciens. Ils sont des champions des réseaux sociaux, champions des jeux vidéo, mais allez leur dire de remplir leur déclaration d'impôt en ligne, c'est pas donné. Et ça nous pose un gros problème, parce que la problématique de l'inclusion dans le numérique est une problématique essentielle. Alors bien sûr, il y a des personnes âgées qui souvent se débrouillent pas si mal que ça. Hein. Mais il y a un complexe souvent. Il y a cet électronisme dont on parle, il y a les problèmes de connexion, il y a les problèmes de moyens, mais globalement, nous sous-estimons complètement l'éducation nécessaire pour aborder ce nouveau monde. Avant, je dis dans lequel nous allons entrer. Maintenant, on est en plein dedans. Et avec l'IA, parce qu'on n'a pas prononcé encore ce mot-là, eh bien, ça va devenir exponentiel, en particulier aussi dans la cybersécurité. Donc, il est urgent d'agir en termes d'éducation. Yasmine Douadi, comment est-ce qu'on fait pour parler à tout le monde d'un sujet qui est, encore une fois, dématérialisé ? C'est pas facile de se représenter ce monde du numérique. Alors moi j'aime bien la phrase que je donne assez souvent, c'est soyez un paranoïaque pragmatique. En réalité c'est le monde dans lequel on vit pendant très longtemps. L'objectif et la cible c'était d'éviter qu'une attaque arrive. Donc le focal était sur le fait de ne pas pénétrer un système d'information. Aujourd'hui on se rend compte que le risque zéro n'existe pas, l'IA arrive donc forcément ils sont également boostés et je pense qu'il faut qu'on passe à une situation nationale de résilience. Il va falloir que chacun finalement prenne quelque part sa responsabilité, commence également en fait à comprendre quels sont les enjeux et des bonnes pratiques. Je reprends l'exemple de l'Estonie parce que je trouve qu'ils ont mis beaucoup de choses en place et sur lesquelles on pourrait justement prendre exemple, mais il y a eu tout un engagement national et je pense qu'au vu des fuites de données qui touchent le secteur public, il va falloir qu'on ait un réel engagement national. Mounir Majoubi, Sur le sujet, il faut même changer le logiciel de ceux qui sont les experts du sujet, de la médiation vers ces sujets. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on apprenait aux gens, même ça, il va falloir qu'on se dise qu'il faut changer ce qu'on raconte aux personnes. Parce qu'on nous informe pas suffisamment, pas bien ? Pas juste informer. Par exemple, dans les grandes entreprises très en avance, ça fait plusieurs années qu'on a basculé vers le zéro trust. Mais ça, c'est pas aujourd'hui la doctrine de l'État. Zéro trust, c'est aucune confiance. Aucune confiance, mais ça veut donc dire qu'on imagine les architectures de tous les systèmes de l'entreprise de telle manière que, quelle que soit la façon par laquelle la faille arrive, que ce soit humain, un système, eh bien, même si la première porte est franchie, ça n'ouvre pas à tout. Et donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes qui font que une identité, même si elle est cassée, elle ne donne pas accès à l'intégralité de toutes les fiches de tous les utilisateurs de l'entreprise pendant 34 jours d'affilée, où on peut faire défiler l'intégralité des fiches et les enregistrer. Ce qui a l'air de s'être passé dans notre cas. Donc ça veut dire quoi ? Toutes les grandes entreprises l'ont fait. Les moyennes entreprises, pas du tout. Et les particuliers, on en est très loin. Mais par exemple, zéro trust en langage normal, ça veut dire c'est fini le clic dans les emails. C'est pas est-ce que c'est correct ou c'est pas correct. C'est en fait, il faut considérer que 100% des choses qu'on te demande de cliquer dans un email, eh ben c'est plus possible. Et dans les entreprises les plus en avance, plus jamais quelqu'un envoie un mail avec un lien en disant clique sur ce lien. On dit aux collaborateurs, retournez dans votre espace personnel que vous connaissez, dont vous connaissez l'adresse, vous connaissez l'accès, pour aller renseigner vos congés. On n'envoie plus un mail qui dit et au fait pour les congés, cliquez ici. Mais vous ne craignez pas qu'à terme les gens finissent par se détourner en se disant puisque c'est de la paranoïa permanente, puisque je peux pas avoir confiance, je vais envoyer par la poste. Non, mon conseil pour votre banque, il n'y a qu'un seul canal vers votre banque, c'est l'appli de votre banque que vous avez installé vous-même sur votre propre téléphone. C'est tout. Et il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas les emails, il n'y a pas quelqu'un qui vous écrit, il n'y a pas de texto, rien. Il n'y a que quand vous faites le truc avec le visage, le truc avec le code, et que vous allez sur votre appli, là vous êtes dans votre environnement zéro trust, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Mais vous arrêtez de croire le reste. Votre fils, votre enfant, votre mère. Parce qu'à chaque fois ça passe par ça. C'est horrible que vous nous décrivez. Il faut changer aussi la manière dont on propose la cybersécurité. Pendant longtemps, c'était un sujet très technique, donc presque imbitable. On parlait d'ingénieurs et puis les termes étaient... Des termes et des acronymes de partout. Donc si vous voulez, les gens ne comprennent pas quel est le risque entre la fuite de données, leur portefeuille directement. Et quand j'ai vu toutes les fuites de données qu'on a depuis 3 ans, à aucun moment je n'ai vu une communication pour expliquer directement comment avec un IBAN on peut vous arnaquer, comment avec cette fuite de données on peut vous voler de l'argent. Moi j'en ai produit beaucoup des infographies et j'étais très surprise du succès que ça a eu, mais auprès de gens qui ne sont pas dans la cybersécurité. Donc c'est faux que de dire que les gens ne sont pas intéressés, mais par contre il va falloir changer la façon dont on parle avec eux sur ces sujets-là. Et on voit sur la conception du mot de passe. Oui. Combien de mots de passe à 4-0 ou 1-2-3-4 ou je ne sais quelle autre chose évidente, AZERTY. Donc
à chaque fois, on revient au même sujet. Ce que vous venez de dire est parfaitement exact, mais il faut que les gens soient formés. J'ai une petite astuce pour le mot de passe, parce qu'en effet, pour le mot de passe, pour les gens, ça va être soit leur date d'anniversaire, celle des enfants. Ça, c'est pas un bon mot de passe. Pour un bon mot de passe, il y a vraiment 2 techniques. Il y en a une que j'aime beaucoup. Vous prenez une phrase, vous prenez quelque chose qui vous parle, par exemple, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Ça, par exemple. Comme d'habitude, c'est un point d'exclamation. Sauf que ça, c'est le mot de passe le plus sécurisé au monde. Forcément, c'est un exemple, mais l'idée, c'est d'avoir une succession de mots et pas vraiment quelque chose, parce qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, avec l'intelligence artificielle et le quantique qui va arriver, on va venir casser absolument avec la superbe puissance de calcul, venir retrouver vraiment ce type de mot de passe, parce qu'encore une fois de plus, vous êtes prévisible. On va pouvoir vous rentrer dans énormément d'algorithmes de modélisation pour savoir un peu est-ce que c'est le nom de votre chien couplé, je sais pas, à celui de votre ville. Donc arrêtez d'utiliser. Donc le meilleur conseil pour le mot de passe, une succession de mots, 3, 4, 5 mots suffisent, et vous gardez le je me lève, je te bouscule. Alors, qui a expliqué ça à nos enfants? En fait, on est qui a expliqué ça aux adultes? À 17h30, sur LCI, on retiendra tous une chanson préférée. Pour moi, il faut un cours comme l'éducation civique à l'école, parce qu'en fait on forme les futurs citoyens, les futurs salariés. Si vous avez des salariés qui arrivent dans une entreprise mais qui sont déjà sensibilisés depuis 15 ans sur le sujet, vous allez voir que les phishing qui vous mettent à plat un système d'information entier pour une entreprise, ça va baisser. Et si je puis me permettre, nous avons mis en place en 2017 et en 2018, dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, parce que oui, je suis d'accord, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés ensemble il y a presque 10 ans maintenant. J'ai consacré une grande partie de ma vie à l'inclusion numérique, mais donc c'est intégré. La question, c'est pas assez. Aujourd'hui, à travers le collège, ils vont faire une dizaine d'heures. Alors, c'est sûr, c'est pas assez, mais ils vont faire une dizaine d'heures sur 4 ans. Et ça fait il va falloir doubler ou tripler, il va falloir faire beaucoup plus que ça et en parler plus régulièrement. Alors, comme on l'a fait sur l'éducation aux images, l'éducation aux médias. Et ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est un ensemble. C'est quand l'éducation aux médias qui est un sujet extrêmement important aussi parce qu'il permet de détecter des fausses informations. En fait, c'est cet ensemble numérique qui va de ce que vous expliquez de comment créer un code inviolable à essayer de voir que c'est une fausse page LCI et une vraie page LCI sur son téléphone. Et ça, en fait, c'est ce même ensemble qui doit être le plus diffusé possible et le plus largement auprès de la jeunesse, mais pas seulement auprès de nous tous. Dans les risques qu'on a évoqués sur les usurpations d'identité, le fait qu'on puisse faire siphonner un compte bancaire parce que notre RIB se balade sur le dark web, etc. Mais il y a des risques aussi dans le monde très physique, puisque ça peut aller beaucoup plus loin une fois qu'on a récupéré toutes ces données. Illustration avec le piratage de données de centres de vacances et de sites touristiques. Regardez. Pierre et Vacances, Center Parcs, Bellambra, tous ont été la cible d'attaques informatiques. Au total, 5,3 millions de données dérobées. Dernière en date, Gîtes de France, qui précise dans un communiqué que les hackers ont eu accès à certaines données relatives au dossier de réservation de ses clients. Les escrocs ont également accès à vos dates de séjour et par conséquent les dates où vous serez absent de votre résidence principale. Voilà, donc là on touche sur des données très sensibles et on arrive à des cambriolages et on voit vraiment les conséquences dès presque le lendemain du piratage. Aujourd'hui, ce qui se passe, que l'on n'avait pas encore il y a 5, 6, 7 ans en arrière, c'est qu'on a une porosité entre la criminalité de base et la cybercriminalité. Aujourd'hui, vous avez des groupes criminels qui vont acheter ces données parce que pour eux, c'est une nouvelle aubaine de se faire de l'argent rapidement et surtout lorsque vous avez des fuites de données qui va toucher le secteur hôtelier. Donc on sait exactement lorsque vous n'êtes pas là. Il suffit juste ensuite de faire un tout petit peu d'OSINT, donc vraiment aller stalker entre guillemets pour les plus jeunes sur les réseaux sociaux, voir en effet où vous êtes. Stalker, c'est suivre. C'est ça, suivre, et donc vous avez toutes les informations. On parlait aussi de la Fédération Française de Tir. D'ailleurs, pour la Fédération Française de Tir, je ne sais pas si vous saviez, mais dedans, pour encore illustrer ce que j'étais en train de dire, vous avez vraiment la DZ Mafia qui est même allée jusqu'à menacer des gardiens de prison ou leurs femmes pour qu'ils puissent continuer de faire rentrer. Et voilà un peu aujourd'hui à quel point on est en train de basculer dans un tout nouveau paradigme où finalement on n'est plus juste cantonné à des simples fuites de données. Vous allez un peu recevoir le petit téléphone, le petit coup de téléphone, le petit SMS comme Yasmine le disait, mais on va aller vraiment de plus en plus loin. Et moi, ce qui m'inquiète, pour terminer sur ce point, c'est que dorénavant, on a quelque chose qui est l'intelligence artificielle. Tout à l'heure aussi, vous étiez en train de le mentionner. Aujourd'hui, dites-vous qu'avec un simple prompt, vous pouvez, comme 2 gouttes d'eau, venir cloner le site, que ce soit de LCI, que ce soit des impôts. Et ce qui est terrible, c'est que vu que les gens, une fois de plus, on y revient, n'ont pas de
culture ou d'éducation numérique, en fait, ils vont croire que c'est ça. Et ils vont le faire. Faut dire que c'est parfois troublant. On parlait tout à l'heure aussi des fake news, mais parfois c'est extrêmement difficile. Le regard humain a du mal à trouver la part de vrai et la part de faux. C'est aussi parce qu'on s'est habitué à une ultra rapidité, c'est-à-dire que aujourd'hui on veut tout à une vitesse folle. Parfois le simple fait de vérifier une adresse email, par exemple vous recevez un mail de votre banquier, et si vous regardez, vous avez le nom du banquier. Si vous regardez l'adresse elle-même, ce n'est pas du tout le nom de votre banquier. Moi, encore une fois, je parle sous votre contrôle, je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il faut que c'est une éducation à la vigilance. C'est pas pour rien que le service français s'appelle Viginum, c'est-à-dire que c'est une vigilance de tous les instants. Et comme le disait si bien Staline, même les paranoïaques ont des ennemis. Piratage de données qui touche donc le fisc, mais pas seulement. On en parle de l'éducation nationale maintenant. Zero Bytes, donc ces pirates revendiquent le piratage de fichiers de plus d'1 million d'élèves, identité, date de naissance, adresse postale, électronique, numéro de téléphone, informations scolaires ou administratives, des informations relatives aussi à des parents, à des responsables légaux qui auraient été dérobés, le tout potentiellement sur une période très vaste qui couvre 20 années. Nous sommes avec Sophie Vénétité, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du SNES-FSU. Est-ce que vous confirmez déjà ces chiffres ? Alors aujourd'hui, c'est difficile de confirmer quand on a très peu d'informations de la part du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est encore en train de chercher ce qu'il en est réellement de la fuite de données pour les élèves. Ce qu'on sait, c'est que la fuite de données, elle a été massive. Les informations qui concernent la fuite de données pour les personnels et notamment les professeurs, ce qui s'est passé au mois de juillet, ça, on sait que la fuite de données est massive et court sur près d'un quart de siècle, puisqu'il y a des données qui datent de 2001. En ce qui concerne les élèves et leurs familles, ce que dit le cybercriminel est effectivement assez inquiétant, et ça nous ramène à une situation qui est commune là au personnel de l'éducation nationale, aux élèves et aux familles, c'est qu'on a des données extrêmement sensibles qui sont en train de se balader dans la nature et qui pourraient mettre en danger à la fois les professeurs, les personnels de l'éducation nationale, les élèves et leurs familles. Et force est de constater que de ce point de vue-là, l'éducation nationale n'a pas été à la hauteur en termes de protection de données. Il y a une forme de défaillance, mais aussi en termes d'information et d'accompagnement. Comment est-ce que les enseignants, justement, envisagent la rentrée dans ce contexte? On sent de la colère, de l'inquiétude et un vrai mécontentement. Oui, il y a beaucoup de colère et d'inquiétude parce qu'il faut savoir que la rentrée scolaire, c'est quand même le moment où on donne un certain nombre de données personnelles. Moi, en tant qu'enseignante, je vais actualiser un certain nombre de choses sur ma situation. Les élèves et leurs parents peuvent mettre à jour leur adresse de domicile, leur situation personnelle, professionnelle, mettre à jour leurs contacts. Donc, c'est quand même un moment important pour plein de raisons, la rentrée, mais notamment parce qu'on va brasser une nouvelle fois beaucoup de données personnelles. Et si on n'a pas de signaux dans les prochains jours de la part du ministère de l'Éducation nationale qui permettent de restaurer cette confiance, c'est vrai qu'on va rester dans un climat d'inquiétude, voire dans un climat de défiance. C'est-à-dire que quand vous parlez de défiance, qu'est-ce que vous comptez faire face au gouvernement? Vous attendez des réponses très fermes, très fortes, rapidement? Oui, on a déjà interpellé le ministre de l'Éducation nationale sur la nécessité d'abord d'avoir de la transparence, de l'information fiable, de pouvoir aussi accélérer sur la sécurisation des données. Le ministère de l'Éducation nationale va enfin lancer la double authentification à partir, dans les prochaines semaines. Il faut quand même que de ce point de vue-là, là où on est très en retard, les choses s'accélèrent. Donc on sait que la sécurité, la cybersécurité, c'est quelque chose aussi qui peut prendre du temps, mais vu de là où part l'éducation nationale, elle ne peut que progresser. Donc il va quand même falloir là-dessus avoir, ne serait-ce que de la part du ministre de l'Éducation nationale, qui, sauf erreur de ma part, ne s'est toujours pas exprimé, avoir quelques discours et quelques actes assez forts. Merci beaucoup Clément Domingo, je vous voyais réagir. Encore une fois, pour l'éducation nationale, on tombe et on retombe dans les mêmes écueils, des choses qu'on aurait dû faire il y a très longtemps. Je rappelle quand même que en 6 mois aussi, l'éducation nationale a subi 3 piratages. Donc voilà, donc là ça commence un peu à être. Et ce qui est très drôle, c'est que la dernière fois, je discutais toujours un peu avec Zero Bytes, et puis au milieu d'une bonne conversation, il me dit attends, je vais poster quelque chose
dans 15-10 minutes. Et là, je lui dis, il s'agit de quoi? Il me dit, bah non, attends, je lui dis, bah non, j'ai envie de savoir. Et donc là, c'est là qu'il m'annonce qu'il allait poster quelque chose sur l'éducation nationale, 346 millions. Et donc là, je rappelle que pour une fois, encore ici, l'éducation nationale n'a pas confirmé ou infirmé. Du coup, il va devoir un peu le faire. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça met autant de temps. En fait, ça met aussi beaucoup de temps, Isabelle Moreau. Peut-être aussi expliquer à vos téléspectateurs que lorsqu'il y a une cyberattaque, il faut derrière faire un travail d'investigation. Pour prendre un parallèle, c'est comme lorsqu'il y a un feu. Bah derrière, en effet, déjà, on vient éteindre le feu, mais surtout, ensuite, il y a des enquêtes pour savoir est-ce que le feu est d'origine naturelle ou d'origine criminelle là-dessus. Donc là aussi, ça prend du temps. Donc ça ne se fait pas seulement en un claquement de doigts, d'autant plus lorsque vous avez énormément de systèmes interconnectés. Donc on a besoin de prendre ce temps. Et en même temps, le RGPD impose, au moment même où on a l'information que des comptes individuels et que des informations individuelles ont pu être volées, d'informer les personnes qui sont concernées. Et c'est là où c'est complexe. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus exagérer les choses trop tôt, et en même temps, il faut informer au plus tôt. Et c'est pour ça que tout le monde est dans... Il n'y a pas de durée raisonnable. La durée raisonnable, c'est maintenant. Donc, il faut que ça arrive. Et je rajouterais que vous avez aussi des cybercriminels qui parfois mentent, qui vont indiquer qu'ils ont des données qu'ils n'ont pas. Donc en fait, on ne peut pas tout de suite communiquer. On est obligé, comme le disait justement Clément, de faire une enquête pour vérifier que les données qui sont annoncées sont vraiment les données qui ont été exfiltrées. Clément, pour être précis, pour ne pas en rajouter, vous avez parlé de 346 millions, il me semble que c'est 346 millions de lignes, de code. Exactement, de lignes. Voilà. Oui, il faut le préciser. Vous faites totalement le préciser. Et donc sur ces 346 millions qui s'étalent sur une vingtaine d'années, là, il dit, et donc une fois de plus, on est suspendu à la communication du cybercriminel. Et moi, ça me dérange beaucoup dans la mesure où c'est vraiment argument contre argument, communication contre communication. Et là, ce qu'ils font, c'est du marketing, mais du marketing cybercriminel. Et en effet, dans ces 346 millions de lignes, il y aurait 1 million d'élèves et un peu plus aussi sur les professeurs, 4 millions de professeurs, 600 000 mots de passe hachés. Mais pour le moment, il faut vraiment attendre et laisser aussi que l'éducation nationale puisse faire son travail. Alors, on a évoqué tout à l'heure dans le grand dossier les ingérences souvent russes. Souvenez-vous, ça c'était en 2022 quand le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes avait été piraté et avec des données très personnelles. Et là, il s'agissait réellement d'une attaque russe. Les hackers ont divulgué sur leur site des centaines de données sensibles. Selon l'hôpital de Corbeil-Essonnes, elles concernent les patients et les soignants. On y trouve des numéros de sécurité sociale et des comptes rendus d'analyse. Ça nous inquiète, oui, forcément, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ces données et c'est des choses très personnelles. Je ne vois pas quelle utilisation on peut faire de ça, mais c'est forcément pas des bonnes choses. La cyberattaque a fait des dégâts. Un mois après, certains services tournent encore au ralenti selon les patients. On m'a fait une attestation au stylo, effectivement, parce que elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas imprimer. Lucas Manger, là c'est vraiment une attaque, une ingérence très clairement. Ce qui a fait beaucoup de dégâts, ça a mis beaucoup de temps à être réparé, mais ça fait aussi des dégâts humains. Parce que c'est terrifiant. C'est une arme de guerre dans ce cas précisément et dans le cas des attaques étrangères. Et en ce moment russe, mais il n'y a pas que des Russes, ça fait partie d'un dispositif militaire. C'est-à-dire que on parle tout le temps de guerre hybride, voilà, ce que les Russes font en ce moment sur un certain nombre de pays d'Europe. Il y a la guerre avec un champ de bataille, des lignes de front, des avions, des drones et des sous-marins qui concernent l'Ukraine essentiellement. Et puis tout autour, il y a un certain nombre d'opérations militaires en cours qui vont de tester des capacités d'aéroports sur leur réaction face à des drones, survoler très brièvement un espace aérien pour voir comment vont réagir les pays concernés, et puis des attaques tous azimuts dont les Russes et les Nord-Coréens sont très spécialistes, c'est-à-dire effectivement de choisir une cible. Il y a eu des enquêtes très, très fouillées là-dessus, de choisir une cible, effectivement un hôpital, d'abord un pays, puis ensuite comment est-ce qu'on va déstabiliser ce pays, c'est quoi la faille, ça c'est vous les spécialistes, mais quel est l'endroit où on pourrait effectivement attaquer, déstabiliser le plus possible, créer non seulement un trouble, mais une émotion
voire une peur dans la population, pour alimenter à la fois un sentiment de surpuissance du pays attaquant et d'impuissance du pays attaqué. Alors on en parlera tout à l'heure, les pays baltes ont été les premières victimes de ça et les premiers à réagir, mais aujourd'hui c'est un peu tous azimuts. Et effectivement, ce qui fait qu'on a toujours tendance, c'est pour ça que je parlais de contexte, dès qu'il y a une attaque aujourd'hui, à se dire mon Dieu, ce sont les Russes. À l'occurrence là, ce que vous expliquez, c'est que c'est juste à côté de chez nous et ça n'a rien à voir avec les Russes. C'est un contexte et la puissance russe, par exemple, en ce moment, c'est parfaitement utiliser ce contexte. Typiquement des moments électoraux. C'est pour ça qu'il y a énormément de mise en garde en ce moment, que ce soit sur la désinformation ou sur des candidats en particulier. Aujourd'hui, il y a deux des candidats qui ont annoncé qu'ils étaient cibles de, en l'occurrence, Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui étaient la cible d'attaques russes, parce que c'est un contexte. Et ce contexte de fragilisation d'une société, de polarisation, avec des engueulades dans les familles et ce genre de choses, et c'est typiquement ce moment-là que vont choisir des gens extrêmement bien informés pour déstabiliser encore plus. Sur le sujet de la cyberdéfense, il ne faut pas caricaturer la France comme étant naïve. On est la première force d'attaque et de défense cyber. On a une DGSE qui a parmi les plus grands experts en attaque en cyber. On a un pôle militaire cyber. Le commandement de la cyberdéfense qui est à Rennes, qui est dirigé par un général de l'armée de l'air. On produit des équipements, on est en avance sur la chaîne, on est un acteur au sein de l'OTAN les plus avancés sur ce sujet. C'est-à-dire que depuis 10 ans, la France a changé 2 fois sa doctrine d'intervention cyber en disant on n'intervient pas et en disant très clairement plus récemment on intervient quand c'est nécessaire. Donc c'est clair. Néanmoins, Clément Domingo, on l'a vu là sur cet exemple de Corbeil-Essonnes, non seulement ils volent des données, mais ils attaquent, ils endommagent les systèmes. Et la crainte, c'est que là, ça concerne un hôpital, donc c'est une raison sanitaire pour les patients, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, par extension, dans un domaine militaire, dans le domaine nucléaire, et d'endommager des systèmes physiquement, concrètement. Une nuance quand même de taille, parce que c'est le parfait moment pour produire et donner de l'information. C'est pas une ingérence russe, mais c'est un groupe cybercriminel affilié russe qui a fait cette cyberattaque. Et là, ça a toute son importance. Il faut savoir que ce groupe cybercriminel, qui a été un des groupes numéro 1 dans le monde, a gagné énormément d'argent. À titre informatif, son patron, à l'époque, il avait 33 ans, entre juin 2024 et décembre 2025, à lui seul, il a empoché 500 millions de dollars. Et donc, le modèle de ces entreprises, c'est de venir attaquer, de prendre en otage vos données et de vous demander une rançon. Et donc là, il y a une légère différence. Après, il y a eu parfois certaines collusions avec la Russie, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un peu, pour prendre un exemple, c'est la même chose, ou une image, c'est la même chose avec la Russie et Wagner. C'est des mercenaires, il y a des mercenaires de la cybercriminalité. Exactement, donc aujourd'hui, il y a des pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie, voilà, pour ne pas les nommer, qui peuvent faire appel à ce qu'on appelle ces fameux APT, Advanced Persistent Threats, qui sont vraiment des groupes, entre guillemets, de super hackers, qui ont toute la force, tout le budget, surtout tout le temps, pour mener ce type d'attaque, bien plus insidieux, qui ne sont parfois indétectables, et lorsqu'on les voit, c'est vraiment tout dernier moment. Et je repense à ces délinquants avec lesquels je suis assez sidérée de la façon dont ils échangent très, très librement avec vous. C'est vrai que parce qu'en fait, c'est aussi un métier de comprendre un peu leur psychologie, et moi j'aime vraiment beaucoup comprendre pourquoi ils le font, et parfois pour une petite anecdote. C'est purement financier. En fait, pour une petite anecdote, en négociant pour un groupe qui avait été attaqué, donc cette négociation cybercriminelle, comment on pourrait négocier avec des preneurs d'otages, ça m'avait demandé 2 semaines, et au bout d'une semaine, forcément, on commence à tisser des liens sans pour autant aussi être ami-ami. Je me rends compte que le gars, le matin, il se levait, il mettait un peu sa fille. Et donc ça, c'était un peu devenu quand même une énorme source de revenus. Et dans le même mois, il pouvait attaquer au moins 100 cibles. Et sur ces 100 cibles, il avait vraiment de l'argent qui rentrait. Et comprenez bien, les cybercriminels, c'est une organisation, c'est comme une entreprise très bien rodée, avec des postes et des objectifs bien distincts. Vous avez celui qui crée le malware, celui qui le revend, celui qui conduit l'attaque. Et dans le cadre justement de la discussion avec Clément, vous avez aussi un enjeu de réputation. Parce que là, vous avez quelqu'un qui a, depuis une semaine, on ne fait que parler de lui pour des cyberattaques d'envergure. Donc là, il s'est fait une réputation. Et il y a aussi beaucoup de questions d'ego. Donc c'est aussi l'une des raisons pour laquelle il discute avec Clément. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant aussi, bien sûr, c'est le sujet, très rapidement, mais de la rémunération. C'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus rémunérateur d'être du côté de la force obscure, on va dire, du côté du dark web, que de travailler pour la fonction publique. C'est aussi plus rémunérateur d'aller casser une banque que de travailler. C'est pareil. C'est très important ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vraiment des délinquants, quoi. Et ça, il faut. J'ai une petite formule qui est
mais vraiment totalement cynique, mais tellement vraie. En 2026 et pour les années à venir, c'est beaucoup plus intéressant d'être un cybercriminel que de vendre de la drogue. Voilà. Ah, bon, bah voilà, vous avez scié le plateau, là, merci beaucoup. Alors, on a évoqué les pays baltes qui ont appris à leurs dépens et qui se sont reconstitués depuis plusieurs années maintenant, et ça finit par payer. C'est devenu des forteresses numériques, notamment un petit pays, hein. Là on parle de l'Estonie. Nivine Potros, racontez-nous cet exemple à suivre. Alors pour bien comprendre pourquoi et comment l'Estonie est devenue effectivement un géant de la cybersécurité, il faut ouvrir la boîte à archives. Alors on va en avril 2007. Pour tourner la page de son passé soviétique, eh bien ce petit État balte décide de déplacer 7 statues. Elle représente un soldat. La statue était jusqu'à présent au cœur de Tallinn, mais elle va être transférée vers un cimetière militaire pour oublier le passé soviétique de l'Estonie. Sauf que cela ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout à la Russie qui décide tout simplement de lancer la plus grande cyberattaque contre un pays en Europe. Jamais l'Europe n'avait connu une cyberattaque de cette ampleur. Pendant 3 semaines, les sites des ministères, ceux des banques, des médias, de la police, de l'administration sont tout bonnement impossible. Il y a même certains numéros d'urgence qui ne fonctionnent plus. Le pays est en fait paralysé pendant 3 semaines et comprend qu'il doit agir. Les meilleurs experts informatiques du monde entier en fait sont appelés à la rescousse en Lettonie pour détecter les failles, mais surtout pour empêcher de nouvelles attaques. Dans la foulée, en 2008, le centre d'excellence de cyberdéfense coopérative de l'OTAN s'installe à Tallinn. Et à partir de ce moment-là, en fait, tout est fait pour sécuriser au maximum les sites estoniens, avec des experts en cybersécurité qui se relaient 24 heures sur 24 dans une unité dédiée. C'est ce que souhaite Sébastien Lecornu en France. Il y a également des sauvegardes qui sont réalisées dans des pays tiers en cas d'attaque contre le territoire. Il y a également des infrastructures séparées. Les sites ne sont plus forcément en réseau, mais vraiment dans des entités différentes. Il y a des exercices XXL qui sont réalisés pour déjouer une éventuelle cyberattaque. Les fonctionnaires également sont mobilisés, ils sont formés pour déjouer là aussi les pièges. L'État a aussi mis en place une coopérative très étroite avec le secteur privé, c'est très important. La loi a été changée, tout a été mis en œuvre, tout a été fait pour éviter une nouvelle cyberattaque de cette ampleur. On l'a compris, le sujet a été pris très au sérieux par l'Estonie. Et les autorités estoniennes, mais aussi les citoyens. Et oui, et ça aussi c'est très important parce que dès leur plus jeune âge, les Estoniens ont des cours de cybersécurité. À la télévision, il y a des campagnes publicitaires pour aider les citoyens à identifier les cybermenaces. Il existe même une émission de télévision sur la chaîne publique estonienne pour parler de cybersécurité, pour que les citoyens finalement comprennent que c'est l'affaire de tous, parce que souvent, en fait, c'est une petite erreur qui est commise par monsieur, madame, tout le monde, qui permet aux hackers d'identifier une faille et ensuite de s'infiltrer sur des sites sécurisés. L'exemple estonien, il nous montre bien que l'État doit agir et que chacun, à son échelle plus individuelle, doit être extrêmement vigilant. Merci beaucoup Nivine pour cette explication limpide sur le modèle estonien, un modèle à suivre indubitablement. On va écouter les spécialistes, mais ce qui est évident, c'est qu'ils ont été les premiers et ont surtout compris très vite. Alors, c'est des échelles différentes, c'est un tout petit pays, tout petit pays. 1,3 million d'habitants. Oui, voilà. Et donc, ils ont mis en place immédiatement une coopération, ce que vous disiez, Nivine, État, entreprise, citoyen. C'est-à-dire que, mais dans un contexte qui est déjà, c'était en 2007, donc ça remonte, voilà. Mais ils ont su extrêmement rapidement mettre en place ce système de coopération à tous les niveaux de l'État. Et je pense que c'est peut-être ça qui, vous parliez tout à l'heure du manque de niveau d'information et de vigilance. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Eux ont estimé tout de suite qu'il fallait être paranoïaque à tous les niveaux. Mais c'est aussi parce qu'ils ont un voisin absolument gigantesque qui n'a jamais caché depuis que Vladimir Poutine est revenu au pouvoir, son intention de les réabsorber.
Sur les méthodes employées que racontait Nivine, c'est comme ça qu'il faudrait s'y prendre? C'est vraiment un modèle à suivre? Moi, je pense que sur effectivement les actions qui ont été mises en place, elles sont quand même à suivre. Hein. C'est-à-dire commencer à éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Vous avez aussi des bootcamps de hacking qui sont mis en place dès l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que dès l'âge de 13 ans, on va mettre des jeunes dans un environnement qui est confiné pour leur apprendre finalement à chercher des failles. Vous avez des spots publicitaires, vous avez effectivement des émissions. Ça ne peut passer que par la sensibilisation et l'information, mais elle doit être ludique. C'est ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire que si on fait de l'information qui est imbitable et incompréhensible, on ne va pas réussir en fait à s'en sortir. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai commencé à décrypter la cybersécurité il y a 8 ans et j'ai lancé donc un média spécialisé en cybersécurité. Il y a 8 ans, il n'y avait pas grand monde qui regardait. Aujourd'hui, on fait plus de 40 millions de vues. On s'est dit comment c'est possible avec un sujet comme la cybersécurité? C'est parce que ça devient un sujet de société. Et effectivement, certaines des actions qui ont été mises en place par l'Estonie, pour moi, sont des exemples à prendre. Je vous sens très intéressé. En fait, au-delà de ça, je pense que si vous avez la chance de partir à Tallinn, mais vraiment allez-y, vous allez être bluffé. Merci. Moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois avec des délégations pour voir ce qu'ils ont fait. J'aimerais peut-être revenir sur un autre aspect dont vous n'avez pas parlé, mais qui est hyper intéressant, c'est que là-bas, ils ont un truc qui s'appelle X-Road. Donc, pour faire très simple, les données X-Road, en fait, c'est un peu une voie royale, donc un tunnel. Contrairement à nous ici, notre système qui va être, si vous voulez, par exemple ici 340 millions de données, des choses qui sont un peu lootées. Là-bas, vous n'allez seulement avoir accès à l'information à laquelle vous demandez, donc jamais à la totalité. Et même donc s'il y a une cyberattaque, parce que comme vous l'avez dit, ils ont tellement mis en place des choses. Vous savez, j'aime beaucoup prendre aussi l'image de la ceinture et bretelle. Pareil aussi, Mounir en parlait avec ce qu'on appelle aussi un peu la défense en profondeur. Donc s'il y a une première porte qui est enfoncée, derrière on va vraiment se retrouver dans 2-3, on va jamais pouvoir accéder à la salle des trésors. Donc je pense que la France, et de manière générale, on a des choses à apprendre de l'Estonie, en tout cas des modèles prochainement à implémenter, peut-être pour le futur ou la future présidente de la République française. L'Estonie, c'est un cas très particulier, hein, il faut s'en rappeler. Moi, je sais qu'il y a 30 ans, on citait déjà d'exemple l'Estonie. Il me semble d'ailleurs que le premier président de la République d'Estonie était un informaticien. Et il avait mis en place. Peut-être cela aussi. Voilà. Alors, il y a une campagne présidentielle. Oui, c'est ça. On a Clément peut-être comme candidat. Eh bien, il avait mis en place, bien avant tout le monde, une transformation numérique de l'État absolument spectaculaire, et d'ailleurs qu'on citait comme modèle à l'époque, je me rappelle, au moment des présidentielles, des différentes présidentielles. Et donc, ce qui est très intéressant, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont eu cette crise en 2007. Ils auraient pu faire marche arrière. Oui. Et ça a été le contraire. Vous disiez en début d'émission. Voilà, j'insiste là-dessus. Oui. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est un sujet qui est évident. C'est-à-dire que la première réaction qui va arriver, ça veut dire il faut arrêter tout, il faut ralentir, le défenseur des droits, etc. Et on voit tout de suite arriver, tout de suite la machine de guerre pour arrêter la transformation numérique. Or, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut rajouter une couche, mais comme on l'a décrit, c'est-à-dire avec les éléments qui ont été décrits aussi en Estonie, c'est-à-dire une campagne monstrueuse d'éducation, de formation. C'est vrai que on le rappelle, c'est un petit pays, tout n'est pas comparable. Néanmoins, une campagne monstrueuse, on en a fait précédemment pour d'autres causes. Ça doit être décrété comme une grande cause. Il y a campagne et il y a appliquer les règlements européens qu'on a nous-mêmes participé à construire. Vous savez, là, il y a un règlement Nice 2 qu'on n'a toujours pas transposé en France. Depuis 2 ans, on est très en retard dessus parce qu'il y a des bisbilles interministérielles. Ce règlement, il dit qu'un nouveau groupe d'entreprises, donc plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'entre elles, vont rentrer dans le champ des entreprises ultra contrôlées sur la cyber. Aujourd'hui, les administrations qui sont dans le champ équivalent à Nice, elles n'ont pas l'authentification par mot de passe. C'est pour ça qu'on n'entend pas de fuite de l'armée, on n'entend pas de fuite du ministère de l'Intérieur sur les parties les plus sensibles. Mais par contre, sur les sujets des GFIP, là, il n'y a aucune des pratiques du règlement Nice 2 qui ont été mises en place à l'intérieur. Alors qu'on pourrait se dire aujourd'hui, ça doit rentrer dedans. Mais je veux dire une chose, les 15 000 entreprises ne sont pas toutes contentes de rentrer dans Nice 2. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, il va falloir former tous les collaborateurs tous les mois, mettre à jour leur mot de passe tous les 3 mois, faire des attaques de phishing très régulièrement, avoir un monitoring permanent, rendre des comptes sur tous les prestataires avec qui vous travaillez, vérifier toutes les entrées et les sorties. Ah non, c'est formidable, j'ai participé à l'écrire. Non, je veux dire, il faut y aller à fond, et il faut que ça s'applique à ces 15 000 entreprises, et il faut que ça s'applique à tous ces ministères, et il nous faut beaucoup plus
plus de gens qui travaillent dans la cyber, et pour ça, il faut un marché. Et pour un marché, il faut une obligation. Et c'est pour ça qu'un média comme le vôtre, il est important. C'est pour ça que ta pratique au quotidien, parce que tu travailles avec des entreprises et aussi en pédagogie, elle est hyper importante. C'est-à-dire que 15 000, c'est même pas assez. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait 100 000 entreprises qui soient sous NIS 2 et l'intégralité de l'État. Mais ça veut dire, toutes les annonces qui ont été faites par le Premier ministre Lecornu cet après-midi, ce qu'il annonce là, c'est le b.a.-ba de ce que font les entreprises qui sont déjà dans le NIS 2. Si vous me permettez, là, ce qui vient vraiment d'annoncer, c'est totalement hors sol. Donc ça veut dire que là, ce que monsieur Sébastien Lecornu veut faire, c'est une ANSSI bis. Et je vous rappelle que suite à la cyberattaque sur la NTS, il avait déjà proposé, d'ailleurs c'est en cours, une fusion de 2 autres services. Donc finalement, c'est juste une autre énième communication, donc je vois mal en quoi cette nouvelle unité cyber spécialisée anti-hacker pourra changer les choses. L'ANSSI le fait déjà. Et on devait généraliser le... Déjà, donc voilà, donc c'est vraiment la communication politicienne, donc il faut stopper. 30 secondes. Yasmine, un mot positif pour terminer. non, mais pour rassurer aussi tous les gens qui nous écoutent et qui sont légitimement inquiets parce qu'il y a leurs données qui se baladent, ils savent même pas encore si elles ont été piratées au fisc. Leurs données, ils attendent le mail. Alors justement, je rebondis sur ce que disait Mounir. C'est vrai que la cybersécurité, elle est perçue comme une contrainte, mais c'est d'où l'importance d'avoir en fait le soutien de sa direction. C'est pas juste une question de budget, ça va être le fait de travailler tous ensemble. Les opérationnels savent faire leur métier, il faut maintenant les soutenir. Tous ensemble, donc. Merci infiniment pour ce grand dossier consacré à ces cyberattaques et ces menaces qui prennent différentes formes. Merci infiniment à tous les 5.